Bonjour à tous, c'est maintenant le jour de la vidéo dédiée à un livre qui a gagné en 2025 la médaille d'or. Et oui, la médaille d'or au concours Taste Canada qui récompense les meilleurs livres de cuisine canadiens. Et c'est dans la catégorie livres de cuisine régionale et culturelle que la Cucina di Elena a gagné la médaille d'or. C'est avec plaisir que j'ai expérimenté durant le dernier mois plusieurs recettes du livre. Alors, c'est une vidéo qui aura sa longueur d'une certaine façon parce que j'ai beaucoup de choses à vous partager. Si vous voulez aller directement à certaines recettes ou à certaines images, bien, vous pouvez consulter les chapitres de la vidéo et passer là, si le commentaire sur une certaine recette ne vous intéresse pas. Sinon, moi, je vais prendre le temps pour vous détailler mon expérience. Alors, c'est ça ici la chaîne, j'expérimente des recettes de livres de cuisine. Peut-être un jour, je testerai des recettes avant que les livres sortent, mais pour l'instant, je les teste un coup qu'ils sont sortis. Je ne suis pas commanditée, j'achète tous mes livres ou je les reçois en cadeau par des amis ou les membres de ma famille. C'est souvent ça qui arrive. Alors, sans plus tarder, je commence à vous présenter le livre. Alors, Elena Vanditelli Faita, elle débute le livre en mentionnant que bien qu'elle nous partage des recettes dans ce livre, elle désire tout d'abord rendre hommage aux femmes qui sont derrière chacune d'elles, car leurs travails ont été rarement reconnus et que c'est grâce à ces femmes qu'elle a eu un beau parcours personnel et professionnel. Elle dédie ce livre aussi aux femmes et particulièrement à celles de son entourage, là, sa belle-fille et ses petites-filles, qui l'inspirent à chaque jour. La préface est ensuite écrite par sa fille, Christina. Tout au long du livre, il y a une alternance entre l'histoire de l'auteur, Elena, et les recettes qui sont divisées tout de même en sections. L'histoire commence après la guerre lorsqu'Elena et sa famille quittent le village de San Vittore dell'Asio pour venir à Montréal. Son père étant venu 2 ans auparavant rejoindre des gens de la famille ici pour préparer leur arrivée pour venir à Montréal. Alors, pour les premières recettes, on a la sauce de sa mère, les pâtes fraîches, les pâtes aux œufs, la pâte à pizza et la conserve de coulis de tomates. Et ensuite, elle détaille qu'en 1954, elle est arrivée à Montréal avec sa mère et ses frères et sœurs par bateau, un périple de 14 jours. J'ai beaucoup d'empathie pour cette histoire-là. Quand je la lis, c'est bien raconté. Arrivée à Montréal, la mère et les enfants rejoignent la famille des gens installés. Son père a travaillé dans la construction et la cuisine de sa mère était très réconfortante là, à ce moment-là, dit-elle. Alors, nous sommes dans les antipasti, donc bresaola aigre douce, bruschetta aux pêches et au fromage de chèvre, fenouil et son pesto aux olives, croquettes aux courgettes, gnocchi frits, salade d'haricots borlotti, de raisin et de pecorino, boulettes aux aubergines, et là, je continue. Tout au long du livre aussi, il y a des chefs qui rendent hommage à Elena Faita à travers des petits textes. Comme ici, vous voyez l'exemple de José Di Stasio. Et on continue avec les sauces. Donc, une sauce au fenouil dépanneur, une sauce carbonara, une sauce à la crème de poireau, une sauce aux herbes fraîches, sauce au poivron, sauce de Christina, sauce aux noix, sauce tomate et champignons, sauce aux anchois et olives, voyez-vous. On a des recettes avec la polenta, du lapin. Son mari, qui est décédé aujourd'hui, elle en parle, elle témoigne de sa vie avec lui. Ensuite, on a les pâtes. Alors, cavatelli, comment les faire? Cavatelli à la ricotta, gnocchi aussi aux pommes de terre, comment les faire? La sauce au gorgonzola, orecchiette à la sauce des pouilles. Alors, j'en profite pour dire que c'est sûr que Elena Faita, elle a sur sa chaîne YouTube, la chaîne YouTube de la Quincaillerie Dante, parce qu'elle est propriétaire de la Quincaillerie Dante. Elle a beaucoup de vidéos où elle explique comment faire les choses et c'est un beau complément à quelqu'un qui aurait le livre, là, donc de la voir aller. Ensuite, on passe aux légumes. Alors, haricots verts aux tomates, salade de haricots verts, aubergines parmesan, et toute une section sur les fines herbes et les pestos qu'on peut en faire. Donc, pesto à la roquette,
pesto au basilic, pesto aux tomates séchées. Voyez-vous, là, ce n'est pas un livre seulement sur les pâtes. Hein? Ensuite, on a la pizza d'Elena. Je l'ai faite, elle est vraiment bonne, voyez-vous. Le livre commence à avoir du vécu, ça, c'est vraiment très bon. Je me retiens un peu de dire mon commentaire parce qu'après, je vais vous passer les recettes que j'ai faites. Pizza végétarienne, calzone, croquettes de poulet savoureuses, sauce à croquettes, boulettes de veau. Très, 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 très bon. Et il y a les boules de riz farcies, voyez-vous, donc on est dans la section du riz. Moi, je trouve qu'il est bien divisé, le livre, il y a un bel équilibre. Ensuite, elle parle de ses petits-enfants et de toute l'histoire de la quincaillerie Dante qui est tout près du marché Jean Talon. Pour les gens de l'extérieur, si vous venez à Montréal, ben, c'est un must d'aller au marché Jean Talon, dans la petite Italie. Et à ce moment-là, bien, à quelques mètres, vous avez la Quincaillerie Dante, qui est une institution à Montréal. Voyez-vous, au début, ça s'appelait Quincaillerie, où on vendait de tout. Et avec l'arrivée, bien, c'est ce qu'elle raconte dans son livre, là, avec l'arrivée des grandes chaînes, Home Depot, etc., bien, ils se sont ajustés et c'est vraiment elle là, qui a fait le virage d'aller de plus en plus vers une spécialisation dans les outils de cuisine. Elle a même ouvert une école de cuisine. Et bien, là, elle est fermée, mais elle a ouvert une école de cuisine. Elle donne cependant certains ateliers quelques samedis, là. Mais sinon, c'est vraiment un endroit, c'est comme une cuisinerie maintenant. Je continue. Alors, on est dans la section des viandes. Agneau chasseur, rôti de porc au raisin. C'est vraiment bon, je l'ai faite. C'est super bon. C'est vraiment bon, le rôti de porc au raisin. Gigot d'agneau. Rouleau de veau farci aux artichauts, ossobuco. Voyez-vous le petit sourire? Faites-vous ça, des petits sourires dans vos livres? Ça, c'est excellent. C'est vraiment une excellente recette. Caille à la sauce veloutée. Morue à la sicilienne, salade de morue salée. Linguini aux palourdes. Pâte aux crevettes. Quand même original, les recettes. Et là, on est en lasagne aux pommes de terre et aux champignons. Lasagne printanière jardinière aux légumes, je l'ai fait. C'est très, très, très bon. Et là, il parle de son école, Mezzaluna. Ensuite, d'autres recettes de pâtes, parpadelle sauce au safran, parpadelle à la viande. Et là, on a le Martin Picard, le chef cuisinier du restaurant Le Pied de Cochon, qui, à ses débuts, s'est laissé aiguiller là, par Elena pour la conserve de tomates. Ensuite, on a les raviolis à la citrouille. Je ne l'ai pas fait cette fois-ci, mais j'enligne bien à l'automne de faire ces raviolis à la citrouille. Ensuite, raviolis à la burrata. Je n'ai pas fait non plus, mais imaginez, c'est une burrata à l'intérieur. Ça doit être vraiment bon. Un raviolo à l'œuf coulant, qui est un ravioli géant. Elle est allée à MasterChef l'an dernier ou l'autre d'avant, puis il y avait ça comme défi. Et elle a fait une démonstration de ce raviolo. Cette soupe de ma mère, je l'ai fait 2 fois. C'est vraiment une bonne recette. Facile. Ça ne prend pas de bouillon. En tout cas, je me retiens dans le commentaire parce que je vais vous en parler après. Aubergine marinée. Là, on est dans les marinades. Ici, on a les crostoli. Petit dessert italien. Alors voilà, c'était la présentation du livre. Maintenant, je vous présente mes expérimentations et mes tests. La première recette testée, les pâtes fraîches. Alors, c'est mentionné qu'on peut utiliser de la semoule de blé dur ou de la farine 00. Moi ici, là, vous voyez, j'ai pris de la semoule de blé dur. Pour le reste, on ajoute les œufs et on applique la technique qui est très très bien expliquée. J'ai rien d'autre à dire, alors je vous laisse regarder. Alors, comme vous voyez, la technique réalisée dans le livre fonctionne très bien. Je n'avais jamais réalisé de pâte fraîche. Ça m'a pris environ 10 minutes en tout pour réaliser la boule. À la fin de la vidéo,
je vous montrerai comment je transforme cette boule en pâte. Alors, la pâte à pizza. Alors, je dois vous confier que j'en ai testé à travers les années des recettes de pâte à pizza et je n'ai jamais trouvé celle qui me convenait parfaitement. Et là, je l'ai trouvée et c'est dû probablement à la qualité des ingrédients là, parce qu'on a 4 tasses de farine 00 et 2 tasses et quart de semoule de blé dur. Alors, ces ingrédients-là nous amènent à avoir une pâte qui a une élasticité extraordinaire. Alors, je vous laisse regarder. Pour la sauce à la carbonara, j'ai fait une erreur au départ. Le guanciale ou encore la pancetta, Elena dit de le couper finement en julienne, mais moi je l'ai coupé en julienne, mais pas assez fin, ce qui fait que sous la dent, c'était un peu trop gros. Ceci dit, les saveurs étaient au rendez-vous. Il fallait battre l'œuf avec le parmesan et touiller dans un bol de service. Mais moi, j'en avais pas de bol de service, donc j'ai essayé de faire la même chose dans une assiette avec une demi-recette. C'était pas vraiment une bonne idée. Alors, je préfère touiller dans une casserole, là, comme je le montrais dans la vidéo sur ma chaîne YouTube, Cacio and Pepe ou encore à la matriciana. Ceci dit, les pâtes à la carbonara, c'est vraiment une recette rapide à faire et tellement réconfortante. Les fameuses boulettes de veau, vous n'avez pas idée comment j'en ai fait dans ma vie. J'ai testé toutes les recettes de boulettes des livres de cuisine italienne que j'ai. J'ai des fois cuit les boulettes au four sur le rond, dans la sauce, des fois cuit avant et mis dans la sauce après. En tout cas, de toutes les façons. Mais là, celle-là, bon, je me disais, est-ce que je vais être épatée? On verra bien. Mais regardez bien, on fait les boulettes et on les met directement dans la sauce. Et là, on ferme le couvercle et on cuit 30 minutes. Et c'est tout. Alors, c'est le genre de boulette qu'on peut faire finalement un mercredi soir. Et après 30 minutes, je me disais, mon Dieu, ça ne sera pas cuit. Non, c'est d'abord bien cuit, mais d'une tendreté hors du commun. Là, c'est fini, là, c'est celle-là. Là, moi, maintenant, c'est 30 minutes dans la sauce. Et vous avez les meilleures boulettes du monde, je vous le dis. Alors, la recette d'Elena, c'est la meilleure.
La lasagne printanière aux légumes, c'est vraiment intéressant. C'est comme un gratin de légumes, mais en lasagne. Donc, ça fait changement que toujours faire des lasagnes à la sauce tomate. Et c'est rempli de légumes lorsqu'on veut faire quelque chose de végétarien. Il y a même des œufs durs à l'intérieur. Mais ce qui est encore mieux, c'est que vous faites une sauce béchamel, mais qu'on ajoute de la ricotta à l'intérieur. C'était la première fois que je faisais ça, je trouvais ça vraiment intéressant. C'est long à faire, dans le sens qu'il faut avoir préparé tous nos légumes avant. Mais je me dis, tant qu'à en faire la prochaine fois, on en fait 2 puis on en gèle, tu sais. Alors, quand c'est le temps des asperges, au mois de juin, au mois de mai, c'est une bonne idée. Et ensuite, on fait notre montage, on a notre fromage. Alors, voyez, c'est vraiment une super bonne recette. Cette recette, c'est toute une découverte. Les croquettes aux courgettes. On part ça avec 4 courgettes, on ajoute de la mortadelle ou encore du prosciutto cotto qu'on hache assez fin pour pouvoir en faire des boulettes. La viande froide va donner un bon kick de goût à la boulette. On met du pain, du lait, des œufs, une bonne quantité de parmesan et de la chapelure. Avec une sauce tomate que vous avez fait mijoter, je vous le dis, c'est une recette extraordinaire. C'est très, très, très épatant. C'est très épatant pour le goût que ça donne parce que, comme je vous dis, j'avais un reste de mortadelle. Et quand on les transforme en boulettes, on se dit, mon Dieu, c'était un restant. Ensuite, on rentre ça dans la chapelure, dans le blanc d'œuf, dans la chapelure. Et là, Elena nous dit de faire frire dans la poêle. Bon, je l'ai fait parce que je suis la recette pour la tester. Mais la prochaine fois, je vais mettre ça dans ma friteuse. Puis, c'est le genre de recette aussi qu'on peut en congeler. On les congèle, puis ensuite, on a juste à les passer à la friteuse, là, comme d'autres choses. Et c'est vraiment un beau dépanneur. Pour la dernière recette, voici salade de haricots borlotti, de raisins et de pecorino. Toutefois, des haricots borlotti, j'en ai pas trouvé à Repentigny et Elena nous dit, à la place, mettez des pois chiches. Alors, c'est ce que j'ai fait, j'ai mis un mélange, une belle conserve là, de mélange de légumineuses. L'important, c'est d'avoir les raisins verts, du pecorino que vous allez prendre à la fromagerie. Moi, je l'ai pris chez Marco de la Petite Europe. Du radicchio qui amène une belle texture et une amertume intéressante. Un demi-bulbe de fenouil, des noix de pain, mais à la place, moi, j'ai mis des amandes effilées et vinaigre balsamique et huile d'olive. C'est une super belle salade. Je l'ai fait 3 fois. On adore ça. Alors, je vous reviens pour compléter les informations suite à mon expérience des recettes de ce livre. Donc, je ne vous ai pas parlé de la bruschetta aux pêches et au fromage de chèvre. Donc, c'est des pêches qu'on tranche en quartier, qu'on va faire revenir à la chaleur et ensuite qu'on va monter sur le fromage de chèvre et un crouton de pain. C'était bon. J'ai juste trouvé que c'était beaucoup de travail là, pour une entrée. Mais ceci dit, c'est intéressant d'avoir une bruschetta avec des fruits. Là, c'était différent. Alors, j'y vais avec le crostoli, petit dessert italien. Alors, c'est des languettes de pâte qu'on va passer à la friture et ensuite qu'on va saupoudrer de sucre en poudre. Alors, c'est intéressant. Je trouve que c'est typique italien. On se sent ailleurs avec ce dessert-là. Je crois toutefois que je ne les ai pas fait assez minces, donc je vais les réessayer en faisant la pâte un peu plus mince. C'est le seul dessert du livre, ceci dit. Ensuite... qu'est-ce que j'ai d'autre? Ensuite, la morue à la sicilienne, c'est une morue qui est faite à base de morue salée. J'ai acheté la morue salée congelée à la poissonnerie. J'ai fait la procédure. Ça ne m'a pas bien réussi. Et là, ceux qui sont experts là, dans la morue salée, peut-être vous pouvez m'aiguiller.
je trouvais que sous la dent, c'était un petit peu durci les extrémités. Donc, est-ce que j'ai pas assez laissé, assez dessalé ou trop, je ne sais pas. J'ai manque d'expérience à cet effet-là. Mais c'est une première expérience. En tout cas, c'est intéressant d'en apprendre davantage. Mais pour moi, c'est un début pour moi. Donc, il y avait 2 recettes dans le livre qui utilisent l'ingrédient de la morue salée. Il y avait une salade aussi, salade de morue salée et la morue à la sicilienne. Mais il faudrait que je poursuive mon apprentissage avec cet ingrédient-là. Ensuite, qu'est-ce que je vous ai pas parlé? La soupe de ma mère, Teresa, c'est un succès. Alors, c'est une soupe aux légumes, dans le fond, avec à base de pommes de terre, courgettes, oignons, et il n'y a pas de bouillon. Alors, c'est à base d'un pot de passata. Alors, voyez-vous, pas de bouillon, nos légumes, on met la passata, 1 litre et 4 tasses d'eau. Puis là, ça nous fait une grande soupe. Et là, on laisse aller ça 45 minutes à couvert. Mais la beauté de la chose, et c'est ça qui rend cette soupe si extraordinaire, on va fouetter 2 œufs avec, je crois, une demi-tasse de parmesan, là, et on fouette et on emmène ça dans la soupe. Alors, ça vous fait une soupe crémeuse, nourrissante aussi parce qu'il y a des œufs, d'un couleur un peu sauce rosée. Et je l'ai fait 2 fois. C'est un succès. On adore ça. On adore le goût. On adore la rapidité et nourrissant aussi. Alors, cette recette-là, elle est déjà la mienne. Une recette sans bouillon, une recette de soupe sans bouillon. Donc, j'ajoute ça à mon répertoire, la soupe de ma mère. Qu'est-ce qu'on a maintenant? Le rôti de porc au raisin. Je ne l'ai pas filmé non plus, là, par manque de temps. Je l'ai fait 2 fois aussi. Alors, c'est un rôti de porc, évidemment, qu'on va saisir. Mais on va ajouter là, des ingrédients, du vin, des raisins. Il faudra peut-être que je la ressorte. Page 172. OK. Alors, le rôti de porc au raisin, on le fait saisir là, comme un rôti habituel. On ajoute des raisins, du bouillon de légumes, du brandy, du vinaigre balsamique et tout ça, ça nous fait une super belle sauce. C'est ça vraiment la plus-value de cette recette-là. Ceci dit, c'est peut-être moi qui n'ai pas bien compris, là. Cuire environ 1 heure à découvert. Mais là, je le laissais sur le rond. C'était comme pas clair. Est-ce qu'on cuit au four ou sur le rond? Il me semble que pour moi qu'un rôti, ça va au four. Mais dans les 2 cas, je l'ai fait sur la cuisinière parce que c'est vraiment mentionné. Baisser le feu à moyen, ajouter les raisins, cuire en ajoutant un peu de bouillon. Cuire environ 1 heure à découvert ou jusqu'à le rôti. C'est pas indiqué au four. Donc, je me suis fiée à mon thermomètre, mais sur le rond, ça a pris un petit peu plus de temps que prévu. Fait que j'aurais un ajustement à faire pour mieux comprendre. Mais le goût de la sauce, c'est vraiment bon. Et après, c'est sûr que là, nous, on était 2 pour souper, donc un rôti, ça en fait beaucoup. On le tranche et ça nous fait des sandwichs avec la petite sauce qui est un petit peu sucrée amère, disons, là, tu sais. Donc, voilà, rôti de porc au raisin, c'est vraiment intéressant. Je vais terminer en vous parlant de l'ossobuco. Malheureusement, je n'ai pas filmé en le faisant non plus. Parce qu'à un moment donné, ça prend le double de temps quand je filme. Fait que je me dis, je le fais une première fois, je l'expérimente. Mais finalement, je ne l'ai pas refait 2 fois. Donc, l'ossobuco à la limone, c'est une recette, j'ai tout suivi et c'est un succès. Ça nous fait un plat, je vous dirais. J'ai mangé de l'ossobuco quelques fois au restaurant. On est là. Les goûts sont là, la sauce. C'est sûr que moi, j'ai pas pris des jarrets de veau parce que j'en trouvais pas. Alors, jarret de porc, ça fonctionne tout aussi bien. Dans le passé, j'avais aussi remplacé, puis ça fonctionne bien. C'est moins cher, mais j'en ai pas trouvé. J'ai voulu le tester au porc, puis après, j'ai dit, je vais le faire avec le veau. J'en trouvais pas. Alors, voilà, 4 jarrets. Et puis, on y va, dans le fond, c'est avec carottes, céleri, de l'ail, de l'oignon, du beurre et de l'huile, et beaucoup de persil, et jus de citron, vin blanc, bouillon de légumes. Je vous dis, faites ça, on fait ça un mercredi soir, mais ça goûte un repas du samedi. Alors, ossobuco à la limone, cette recette-là, c'est rendu la mienne, je vous le dis. Je pense pas que je vais en faire d'autres.
de d'autres livres. Là, ça va être celle-là pour un petit bout. Alors, je pense que j'ai passé... Oui. Alors, je vais vous laisser avec des images de la réalisation des pâtes fraîches. Je vous ai montré comment je faisais la boule de pâte, mais là, maintenant, je vais vous montrer comment je la passe au laminoir. C'est le bon terme, le laminoir. Je n'avais pas de laminoir, je n'avais jamais fait de pâte fraîche. C'est sûr que c'est un bloquant quand on n'a pas l'outil. Et ce que je vous dirais, c'est que, bon, je ne savais pas moi si j'allais aimer ça, faire des pâtes fraîches. Donc, c'est sûr que Elena Faita, dans son livre, évidemment, elle, dans sa vie, elle vend des outils de cuisine. Donc, c'est sûr qu'elle nous recommande ses articles préférés. Et le laminoir qu'elle aime particulièrement, c'est comment il s'appelle déjà? C'est la machine Imperia, que je ne savais pas si j'allais vraiment aimer ça. Moi, je l'ai pris sur Marketplace et je l'ai eu pour 40 $. Il est pratiquement neuf et j'ai tous les petits outils qui vont avec. C'est une machine faite en Italie. Puis Elena, elle dit qu'elle en a eu une machine dans sa vie puis qu'elle est toujours avec la même machine. On verra bien si cette machine-là ira en héritage à mes enfants puis qu'elle ne sera pas brisée. On verra. Ceci dit, je trouve que quand on ne sait pas si on va aimer utiliser l'instrument, ben c'est mieux de l'acheter usagé finalement parce que c'est 100 $ sur son site. Puis après ça, bon, on peut le faire venir et tout. Mais moi, je voulais l'essayer avant. Alors, ce que je veux dire, c'est que si vous voulez l'essayer, vous aussi, vous pouvez vous trouver une machine moins chère. Ceci dit, des machines, il y en a de tous les prix et de toutes les sortes, mais quand on veut commencer quelque chose comme des pâtes, il vaut mieux commencer avec les bons outils. C'est sûr que dans son livre aussi, elle a ses propres outils, comme je ne pouvais pas faire des raviolis parce que je n'avais pas les accessoires. J'ai fait les pâtes parce que j'avais le laminoir, mais je n'ai pas acheté le séchoir. Mais si je veux en faire tantôt, je n'aurai pas le séchoir, bien, il y a un enjeu parce que quand tu n'as pas le séchoir à pâte puis que tu les laisses en petits nids, bien, ça colle un peu. Donc, il faut comme rapidement les mettre dans l'eau. Ceci dit, ça fonctionne, mais quand on veut faire ce type de choses, il faut s'équiper minimalement. Et avec les bons outils, parce que quand on est débutant, c'est là aussi qu'on a besoin des articles de qualité. Alors, c'est sûr qu'Elena aussi mentionne certaines marques ou certains ingrédients qu'on ne trouve pas nécessairement partout. C'est sûr qu'Elena, elle reste sur la petite Italie, puis au coin de sa rue, c'est probablement l'épicerie chez Milano. Si vous avez la chance de passer à Montréal sur Saint-Laurent, c'est une épicerie italienne qui fait d'un coin de rue à l'autre. C'est immense à l'intérieur. Vous avez tout ce que vous voulez là. C'est un petit peu un paradis pour ceux qui aiment la cuisine italienne. Juste pour vous donner une idée, si vous voulez une huile d'olive, il y a un mur d'huile d'olive. J'avais demandé un conseil au commis. Puis, il m'a demandé si je voulais goûter l'huile. Donc, juste, on peut goûter l'huile avant de l'acheter. Juste pour vous dire à quel point c'est spécialisé. Donc, c'est un endroit formidable où il y a de tout, là. Ceci dit, on n'a pas tous l'épicerie Milano au coin de la rue. Pour, par exemple, la semoule de blé dur, qui fait vraiment une différence dans la pâte à pizza, ou encore dans les pâtes. Donc, la semoule de blé dur, je l'ai trouvée, moi, au marché Trois-Rouges. Donc, au IGA, il n'y en avait pas, bien qu'ils tiennent la compagnie Favoudi. J'ai bien envie de demander à la petite Europe, là, à Marco, le propriétaire, s'il peut en avoir, là, qu'on puisse aller là, parce que j'achète des choses, j'achète mes fromages, mon pecorino romano et le parmesan, je le prends toujours là, frais râpé ou encore en bloc. Le pecorino, je l'achète en bloc aussi. Donc, c'est bon que vous ayez votre commerce ou votre fromagerie où vous achetez vos fromages italiens. Mais c'est bon aussi d'avoir ces repères pour les autres ingrédients. Il y a d'autres choses dans le livre aussi. Par exemple, la bresaola que j'ai jamais mangée, bien ça aussi, ça ne se trouve pas partout. Donc, la bresaola, j'imagine, chez Milano, mais je n'ai pas arrivé à trouver ailleurs. Il y a aussi un autre fromage, quand elle parle de la pizza, il y a un autre fromage qu'elle recommande, puis je l'ai demandé à la fromagerie, puis il ne l'avait pas. Donc, petit enjeu, je trouve, mais c'est ça, ça reste que c'est un livre de cuisine italienne, donc on recommande les meilleurs produits là, selon l'auteur. L'autre exemple, c'est qu'elle recommande pour une salade là, les borlotti. J'ai vraiment cherché, pas vous trouver ça nulle part. Elle a quand même dit prenez d'autres légumineuses comme des pois chiches. Donc, on peut remplacer. Mais voilà.
Vous voulez vous procurer le livre, j'ai un lien affilié avec les libraires. Un lien affilié, ça veut dire que si vous passez votre commande à partir de mon lien, j'aurai un petit pourcentage, mais quand même. Sinon, d'habitude, je dis « Ah, c'est intéressant d'acheter usagé sur Marketplace quand on tape Elena Faïta en ce moment, c'est pas possible de le trouver. Ça viendra peut-être à un moment donné. » Qu'est-ce que je dirais en terminant? Laissez-moi vos commentaires. Est-ce que vous avez apprécié ce type de format quand même assez long là, pour que je vous présente mes tests? Est-ce que vous avez un livre dans votre bibliothèque que vous aimeriez que j'expérimente? Bien, écrivez-le dans les commentaires et je vous encourage à développer vos compétences en cuisine italienne avec le livre d'Elena Faïta.